Alors on va reparler d'hybride. Je sais que ça vous intéresse pas forcément, mais je trouve que c'est très intéressant, enfin, dans la mesure où la transition va devoir passer par là. Et d'ailleurs, je te mettrai ces informations là. Alors on n'a pas beaucoup de chiffres, c'est ça qui est dommage, et il parle notamment de BYD, et en Allemagne, donc c'est pareil. Alors en France, de mémoire, hein, l'hybride, hein, tout confondu normalement, hybride, micro-hybridé, hybride rechargeable, etc. Je crois qu'on a fait un bond de plus de 40%, c'était 42, pratiquement 50%, donc c'est assez énorme. Et d'ailleurs, ça se concrétise par les médias, le fait qu'il n'y ait pratiquement plus d'offres de véhicules diesel ni thermiques, et que les gens, ils ont quand même pour certains un refus du véhicule électrique, donc se disent « moi, je passe par une hybride ». Je pense que ça changera par la suite, mais bon, on va pas revenir là-dessus, je pense qu'il faudra à peu près 10 ans. En Allemagne, c'est pas autant de pourcents, c'est à peu près 12%. Toyota donc reste le leader incontesté mondial et il est partout. Comme on m'a mis en commentaire, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que Toyota, un petit peu comme nos ingénieurs typés thermiques, ne veulent pas se remettre en cause. Et je dirais que si l'Union européenne n'obligeait pas les constructeurs en 2035, tu aurais Porsche par exemple, bah, ils auraient essayé par tous les moyens, je sais pas, en te mettant des batteries encore plus grosses, de l'hybride rechargeable, des véhicules de 3 tonnes, et sans réellement à chaque fois vouloir essayer de se remettre en question. Donc la question, elle est ultime. Est-ce que le fait d'aller sur la voiture électrique à 100%, c'est la bonne solution? Ça honnêtement, je ne sais pas et je ne me permettrai pas et j'ai pas la prétention de dire que. Ce que je sais, c'est que les gens ont tendance à basculer, même aussi en Allemagne, sur l'hybride. Donc Volkswagen est juste derrière. Par contre, Volkswagen, attention, la conception n'est pas du tout la même. Souvent, on va être sur de la double embrayage. Les boîtes ne sont pas forcément fiables. Il y a aussi des boîtes, entre guillemets, sans huile, donc dites entre guillemets à sec. Donc c'est les DG7, donc je ne sais pas s'il y a toujours en hybride. Très souvent, c'est très répandu en Europe, des véhicules downsizing, donc avec des gros turbos. Et puis il peut y avoir peut-être des micro-hybridés, un peu typés à la Stellantis en 3 cylindres. Donc c'est vraiment pas ce qu'on fait de mieux. Donc clairement, c'est pour ça que Toyota est même voilà, devant et leader sur le marché mondial, parce que aujourd'hui, en tout cas, ils répondent donc à une demande. Et comme j'ai dit donc dans le commentaire donc juste avant, eh bien, Toyota n'a pas envie de se remettre en question, dans la mesure où ça fait 30 ans, pratiquement 30 ans, hein, qu'ils font de l'hybride, et même l'hybride rechargeable, voilà, ils sont pas forcément spécialistes dedans. Donc, ils ont du recharge-développement qui ont été faits sur les moteurs, les batteries, la boîte, etc. Et on voit bien qu'il n'y a pas trop de remise en question en fait sur leur manière de faire. Ils n'ont jamais été spécialistes de diesel, puisqu'à un moment en Europe, ils étaient obligés, donc, pour vendre du diesel, de prendre notamment les moteurs donc, de chez BMW. Donc, voilà ce que je pense. Donc, la seule, ça pourrait être une vidéo très courte, mais de réflexion, à vouloir tirer comme nos constructeurs en fait en thermique, et même l'hybride, hein, ils le font un petit peu à marche forcée. Toyota est vraiment un spécialiste de l'hybride et ils en ont fait vraiment leur porte-étendard, hein, clairement. Est-ce que malheureusement ils vont pas passer donc à côté de l'électrique? Par exemple, tu as BYD qui fait à la base de l'électrique, qui a des moteurs et qui finalement va faire donc des modèles hybrides ou hybrides rechargeables parce que ils voient que c'est à la mode et que ça permettra de toucher dans un premier temps des clients pendant 5 à 10 ans et de pouvoir se positionner sur un marché notamment européen et de revenir par la suite une fois que le client aura été rassuré et de se dire bon voilà, c'est un produit chinois mais c'est pas forcément une chinoiserie. Comme vous le savez, que ce soit Tesla ou certains constructeurs, ou même certains constructeurs chinois ou européens, il faut faire attention parce que quand on a un accident, eh ben, il y a des choses qui sont pas réparables ou difficilement, on n'a pas forcément les pièces, donc ça peut être inquiétant, même si tu me diras, tu prends un RAV4, c'est comme le Nissan Ariya, il est fait, je ne veux pas dire de bêtises sur le RAV4, sur le Nissan Ariya, je sais qu'il est fait donc au Japon. Donc obligatoirement, les pièces, les délais, voilà, s'ils n'ont pas forcément de stock en Europe ou en France, ça peut être compliqué. Mais je pense que Toyota est resté réellement dans son dogme, le dogme de l'hybride, même sur Lexus, même sur les marques un peu typées sport qu'ils peuvent avoir, etc. Et on voit bien que pour le moment, ils n'ont, à mon sens, absolument aucune compétence sur les véhicules électriques et qu'ils restent sur ce confort. Attention, à mon sens, au retour de bâton, parce que derrière, ça peut aller très 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 vite. Et s'ils n'ont pas les capacités au niveau donc des usines de pouvoir proposer derrière commercialement à des clients un bon rapport qualité-prix, ça peut très 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 vite en fait se décomposer le marché. Mais là voilà,
pour le moment, je dirais que la fin de la décennie, ça sera l'hybride, la fin de l'essence, la fin du diesel, et l'électricité va monter vraiment tranquillement, crescendo, tout doucement. Il est certain que ce qui va faire valoriser, c'est un peu comme en bourse, où la volatilité sur la voiture électrique sera le prix de l'essence et le prix du kilowattheure, tout simplement, dans les années à venir. Alors c'est sûr que si là, l'électricité baisse grossièrement de 15 voire 18% en fonction de certains abonnements, on va dire, en plus, de l'autre côté, que l'électricité, que l'essence ou le diesel, que les carburants, en tout cas d'une manière générale, augmentent et qu'on dépasse les 2 € encore, donc symbolique, il est inévitable que ça fera réfléchir donc les personnes pour éventuellement passer et se précipiter un peu plus sur les véhicules électriques. Souvent, c'est comme les panneaux photovoltaïques, je le vois, c'est encore beaucoup par méconnaissance et ça manque le marché intellectuellement en fait manque de maturité, mais on le voit bien, c'est d'une manière globale en Allemagne, donc là c'est pour cette vidéo, en France et encore plus donc en Italie et en Espagne. En fait, on se rend compte que plus on descend dans le sud de l'Europe et plus ça manque en fait de maturité. Je tiens à rappeler que les Norvégiens sont passés à la voiture électrique d'une manière dominante parce qu'ils ont des centrales hydrauliques, donc la possibilité de recharger leur voiture électrique d'une manière plutôt abondante, à un coût plutôt correct. Autant on peut comprendre l'Allemagne, qui a fait donc des décisions vraiment désastreuses, autant je ne comprends pas la France avec les centrales nucléaires, et alors je comprends encore moins l'Espagne et l'Italie, surtout l'Espagne, ils ont des panneaux photovoltaïques qui sont vraiment pas chers, donc avoir grossièrement des fermes, en tout cas de pouvoir créer des centrales nucléaires, des centrales photovoltaïques, des fermes vraiment hyper grandes, et en plus où on pourrait finalement cultiver des choses en dessous, il y a des process, il y a des choses qui sont très très intéressantes, avec des packs batteries comme Tesla font, c'est un petit peu, j'ai l'impression, du boycottage, du sabotage. Donc ça, c'est encore un autre problème. Allez, sur ce, ciao à tous.